Là, t'es en direct. Alors, attends. On n'arrête pas. Hein. Et si tu cliques sur question ici, là. Donc ça, c'est toi qui poses une question. Okay. Stream, tu peux remettre là. Stream up, setup là. C'est quoi l'affichage là? Ouais, il est pas actif. C'est pas actif. C'est bon. Désactiver les commentaires en direct? Non, on met pas ça, nous on veut voir les commentaires. Ok, et streaming c'est quoi? C'est bon. Ils sont déjà connectés. Est-ce qu'il dit dépublier? Non. Ok, non, c'est bon. Ah, mais de toute façon, il y a déjà des pré-réglages qui sont faits. Tiens, on sort, vas-y. On peut commencer à parler. Bonsoir Annick. Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi t'appelles lui? Pourquoi tu t'appelles? Attends. Alors, Clique sur discussion instantanée là en bas. S'il y en a, ils sont connectés. Tout ça, c'est ceux qui sont connectés. ouais. Tiens, bon ça, je vais dire. Ah oui. Demande-leur s'ils t'entendent. Bonsoir à tous. Je vois que vous êtes nombreux à être connectés. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. D'accord. Tu peux dire bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bon alors, bonsoir à Nick, donc Michael, Lucas, qui d'autre pour l'instant? Oui, bah c'est Michael. Bon d'accord, vous m'entendez bien, vous me voyez sans doute, je pense. Bah merci d'être présent, je pense que d'autres vont nous rejoindre en cours de route. Alors c'est une première, hein, c'est un essai pour nous, donc je m'excuse par avance, peut-être que on va faire quelques loupés, voilà, bon, il faut essuyer les plates, comme on dit au départ. Hein. Cette Facebook Live, là, c'est un moyen, bon, dans une situation quand même particulière de crise sanitaire, bah, d'échanger en respectant les consignes. Voilà, donc je vois que Jean-Michel me... Bonsoir Jean-Michel. Donc un moyen de respecter les consignes sanitaires, évidemment, qu'il faut absolument respecter dans le contexte. Et puis, eh ben, quand même d'échanger autour de la situation. Donc, dans la pratique, hein, pour ceux qui connaissent pas le système, comme moi d'ailleurs, hein, parce que je le découvre en même temps que vous, en fait, moi, je reçois vos questions par écrit, je peux les lire à l'écran. Et ben, j'essaye de vous répondre en direct, et normalement vous devez m'entendre et me voir voilà, sur les questions. Bon, pour l'instant on va tester cette forme de communication, et on verra si ça marche bien. Moi je me propose, pourquoi pas, de faire ce type d'échange, pourquoi pas tous les lundis soirs. Voilà, bonsoir Maxime, bonsoir Jennifer, bonsoir Véronique. Voilà, bah écoutez, j'attends vos questions, je suis à votre disposition. Ah, a priori, oui, il faut que je regarde la caméra, c'est ça, hein? Bon, d'accord. Donc, n'hésitez pas, allez-y, posez-moi vos questions. Alors, pour l'instant, je vois pas de questions. Donc, peut-être si vous voulez, je pourrais, en attendant les questions, vous dire deux mots sur cette procédure de recours là qui fait beaucoup parler, qui bouge, enfin qui active beaucoup les médias en tout cas. Hein. On a eu France 3
hier, on a Ouest France, on a... Bon, là j'ai été appelé tout à l'heure par l'AFP qui veut faire aussi quelque chose dessus. Bon, écoutez, je pense que franchement sur cette procédure de recours, il va falloir laisser le tribunal administratif trancher. Nous, on est tout à fait serein par rapport à cette procédure dans la mesure où, encore une fois, le scrutin à Blainville s'est déroulé normalement. Il n'y a eu aucune contestation sur le scrutin. Le résultat, bon, il surprend beaucoup, d'après ce que j'ai compris, Daniel Françoise et Lionel Pouillas, mais tout à fait entre nous, même si on peut jamais dire par avance ce que va être le résultat. Nous, on était très confiants, on sentait bien que les gens, dans les rencontres qu'on avait avec eux, nous disaient être très intéressés par ce qu'on leur proposait. Et puis en même temps, on sentait bien un vrai ras-le-bol, il faut se le dire, hein, de Daniel Françoise notamment, et une volonté des gens de changer, quoi. C'était quand même très très fort. Donc on peut pas dire qu'on était complètement surpris d'avoir gagné cette élection. Et même si évidemment c'est un grand bonheur, mais voilà, on s'attendait quand même quelque part à cette victoire. Bon, après le gouvernement, je rappelle, avait pris la décision d'organiser ces élections après consultation du Conseil d'État et des partis politiques. Je rappelle que tous les partis politiques du pays ont été consultés et c'est à l'unanimité qu'ils ont donné leur accord pour que cette élection ait lieu le 15 mars. Hein. Donc voilà, depuis le gouvernement, il y a un texte là qui est tombé la semaine dernière qui confirme que l'ensemble des résultats, les 30 000 communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au premier tour, ce résultat, il est acquis. Hein, et donc, nous, en l'état, on attend notre installation, point final. Et on ne voit pas pourquoi le tribunal administratif irait dire, à l'exemple de Blainville, que il faut casser l'ensemble des élections qui ont eu lieu au niveau du pays. Hein. Donc voilà, on est serein, on a construit notre dossier, on a un avocat, voilà, et puis on ne sait pas du tout quand est-ce que le tribunal tranchera, parce que je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, j'ai toujours pas l'assignation, on n'a rien reçu en termes de procédure, et donc compte tenu du contexte, on peut penser que c'est quelque chose qui va pouvoir être traité rapidement. Une dernière chose là-dessus quand même, c'est de vous dire que quelle que soit de toute manière la décision du tribunal administratif à terme, cette décision n'empêchera pas notre installation, puisque en tout état de cause, au cas tout à fait exceptionnel où le tribunal casserait l'élection de Blainville, on n'y croit pas, mais imaginons cette situation, eh bien on ferait appel devant le Conseil d'État, et il faudrait que le Conseil d'État confirme l'annulation de cette élection pour qu'on soit obligé de revoter. Et pendant toute cette période, de toute manière, nous, on siégera et on s'occupera, bien sûr, des Blainvillais, parce que c'est quand même à ça qu'il faut penser en priorité. Voilà. Alors j'ai une question qui nous est posée. Comment vous sentez-vous durant la période qui sépare les victoires de la liste Action citoyenne pour Blainville que vous avez conduite et la prise de fonction de maire que vous serez? Bah écoutez, d'abord, évidemment, passer le moment, je dirais, fort de joie, hein, de ce succès. Nous, on s'est tout de suite mis au travail. Donc, si vous voulez, la première semaine, d'ailleurs, je dois dire, on a travaillé correctement avec Daniel Françoise. On l'a vu tous les jours. J'étais accompagné de Philippe Brode et de Marie Réfuveil. On a eu des entretiens quasi quotidiens. Les choses, la passation des dossiers était en train de se faire. Et donc on s'est vraiment mis au travail. Il a fallu la décision de report là qui est tombée le jeudi soir pour que tout change finalement, y compris dans le comportement de Daniel Françoise, et pour qu'il me dise qu'il m'interdisait d'aller à la mairie et qu'il voulait plus entendre parler de nous, quoi, en clair, hein, pour faire court.
Donc si vous voulez, évidemment, ça complique la situation. Nous, on a été évidemment très déçus de voir ce report, parce qu'on avait hâte de se mettre au travail. Donc c'est vrai que c'est un peu désarmant, un peu décevant, si vous voulez, d'être aujourd'hui mis à l'écart et de pas pouvoir avoir la main, si vous voulez, sur les sujets et de pas pouvoir intervenir. Maintenant, bon, c'est comme ça, hein, on n'a pas le choix, c'est une décision du gouvernement. Et donc, on travaille dans deux sens, sur deux choses. D'une part, les mesures d'urgence à mettre en œuvre au niveau de l'organisation municipale pour être auprès des citoyens, pour répondre aux attentes des citoyens. Et puis, plus largement, parallèlement, bien notre installation, l'organisation du futur conseil municipal, le travail sur les dossiers, parce qu'on a commencé à travailler sur tout ça. Alors on me pose la question, c'est Michael qui me pose la question, la mairie a-t-elle imprimé des demandes de sortie pour les habitants? Ben, c'est vrai que ça a été bien compliqué, hein, et d'ailleurs, parce que moi je l'avais demandé dès le départ, mais ça devait déranger Monsieur François, j'imagine. Donc il a fallu finalement que on fasse des tirages par nous-mêmes. On a été en apporter nous-mêmes chez les commerçants. Je remercie d'ailleurs un des élus qui s'est débrouillé dans son entreprise, pour rien vous cacher, pour faire un tirage. On a été nous-mêmes en apporter chez les commerçants et j'ai appris que samedi, finalement, il y a un tirage qui a été fait à la mairie et qu'ils ont été en apporter chez les commerçants. Mais enfin, il a fallu quand même pas mal de jours avant que ça se fasse, quoi. Et donc, plus généralement d'ailleurs, on voit que les mesures que j'avais proposées dès le mercredi, hein, quand par écrit auprès du maire et qui refusait de mettre en application, ben maintenant elles se mettent en œuvre, elles sont en train de rentrer dans la vie. Il a mis en place la cellule de crise, etc. Et donc voilà, c'est intéressant. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui remontent, sur lesquels je voudrais bien pouvoir agir, mais voilà, avec les difficultés de la situation. Alors Sonia me pose la question de savoir s'il y a compte tenu du fait qu'il y a de nombreux recours, est-ce que le gouvernement ne peut pas faire marche arrière concernant les élections? Écoutez, on peut toujours imaginer effectivement que le gouvernement fasse marche arrière. J'ai quand même beaucoup de doutes par rapport à ça, parce que je rappelle encore une fois que d'abord, il se déjugerait. Je rappelle que c'est le Conseil d'État qui a donné son avis avant que le gouvernement ne le fasse. Et puis ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils remettent en cause quand même 30 000 élections, quoi. Hein. Je veux dire, je suis pas sûr, si vous voulez, qu'ils soient prêts à admettre, par exemple, qu'il faille remettre en cause l'élection de Joël Bruno à Caen, et d'autres comme ça, qui sont de son camp, hein, parce que évidemment, peut-être que ça peut leur poser des problèmes derrière. Donc, moi, on peut pas exclure l'idée que le gouvernement modifie sa position. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des textes qui sont très clairs et qui disent que pour le premier tour, les résultats sont acquis et l'installation doit se faire, si j'ai bien compris les textes, courant mai, puisque ils attendent un avis des scientifiques le 10 mai pour dire à quelle date précisément les conseils pourront s'installer. Mais a priori, ils disent même dans les textes, c'est la semaine suivante, immédiatement le 10 mai. Voilà. Alors, à quand l'installation? Bah voilà, hein, c'est Sandmo qui me pose la question. À quand l'installation? Là, aujourd'hui, on est incapable de répondre évidemment à la question précisément. Je vous dis, du point de vue des textes, normalement, si on s'en tient à ce qui est écrit, on devrait s'installer aux alentours du 17 ou 18 mai. C'est en tout cas ce qu'il y a dans les textes aujourd'hui. Ah ben, alors Jennifer pose la question, est-ce que l'équipe attend l'installation avant de travailler? Ben non, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure. Nous, on est vraiment au travail.
Je dois vous dire d'ailleurs, pour rien vous cacher, qu'on est même déjà en contact avec des entreprises, parce que on aura sur un certain nombre de sujets des appels d'offres à lancer pour pouvoir enclencher le travail qu'on s'est engagé à faire. Et on a déjà pris des contacts avec des entreprises dans différents domaines. Donc voilà, mais sûrement pas. D'ailleurs, pour rien vous cacher, on essaye d'organiser des réunions hebdomadaires de l'ensemble des élus via un système un peu identique à celui qu'on a là actuellement. Alors, j'ai une question de Monsieur Bizet, Jacques Bizet. Bonjour Monsieur le maire. Tout d'abord, félicitations pour vous et votre équipe par rapport aux résultats des élections. Vous avez raison d'être serein. Aucune inquiétude par rapport au recours de l'ancien maire. Ça a été un vote démocratique et totalement recevable devant nos institutions. Voulant faire un recours devant les tribunaux, pensez-vous que votre prédécesseur risque de faire payer les frais de justice par vos concitoyens? En effet, l'ancien maire est encore là jusqu'au 15 mai. J'espère qu'il ne va pas profiter de cela pour que nos impôts lui servent. Merci de votre réponse. Oui, c'est une vraie question. Il y en a d'autres d'ailleurs financièrement que je me pose. Je pense pas que Daniel Françoise prenne à ses frais les frais de procédure. On verra ce qu'ils ont décidé de faire. Mais en même temps, par exemple, je me pose la question de savoir s'il va verser les indemnités à ses adjoints et à lui-même là pendant la période actuelle, parce que bon, les indemnités, ben ça doit être en contrepartie d'une vraie activité. Et moi, je pense que en l'occurrence, le maire comme les adjoints dans cette période-là ne devraient pas percevoir d'indemnité. Donc, on vérifiera ce qui se passera. Mais bon, je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer. Concernant, alors Monsieur Bizet me pose la question, avez-vous une réponse de la préfecture quant au fait que l'ancien maire refuse votre travail? Au moment où je vous parle, je n'ai pas de réponse du préfet. J'ai eu le sous-préfet de Lisieux qui assurait la permanence, qui a bien compris le problème auquel j'étais confronté. J'attends donc une réponse. C'est lui qui m'a conseillé d'ailleurs de faire un écrit auprès du préfet. J'attends une réponse de leur part. J'ai formulé 3 demandes précises. La première, c'est de pouvoir aller à la mairie, entrer à la mairie et d'avoir un bureau pour pouvoir travailler sur les dossiers que Monsieur Françoise laisse en l'état. La deuxième, c'est de participer à la cellule de crise qui a été mise en place, puisque je pense que j'ai des choses à apporter dans ce domaine-là. Et il y a une réunion jeudi prochain, donc je souhaite pouvoir être invité à la réunion de la cellule de crise. Et puis j'ai la troisième m'échappe. Bon, ça me reviendra, je reparlerai tout à l'heure. Serge me pose la question, connaît-on la date de réunion du premier conseil municipal? Ben non, j'y ai répondu tout à l'heure, non, absolument pas. Pour le moment, le maire, lui, dans la période de transition, doit gérer les affaires courantes. Donc je pense qu'il ne convoquera pas de conseil municipal. Le premier conseil municipal de transition, ben, il devra avoir lieu normalement, encore une fois, si la situation sanitaire s'est améliorée en fonction des décisions qui seront prises le 10 mai. Il devra avoir lieu en gros à la mi-mai ou en tout cas dans la deuxième quinzaine de mai. Et ça, c'est lié à l'évolution de la situation sanitaire. Ouais. Alors... L'équipe actuelle de Monsieur Françoise peut-elle décider de lancer des projets qui impacteraient le budget de la mairie? Bon, oui, c'est une bonne question. Je pense que quand même ça serait même un peu compliqué pour eux, parce que lancer des projets en l'état de la transition, c'est du point de vue du principe, ça serait complètement contestable. Et je dois vous dire que tous les
tous les travaux qui sont en cours aujourd'hui et qui ont été lancés sont quasiment arrêtés sur Blainville. Et donc, la difficulté à laquelle nous, on va être confrontés, sans doute d'ailleurs, ça va être, derrière notre prise de responsabilité, de faire en sorte que les différents projets se mettent en œuvre concrètement et se terminent, parce que bon, il faut pas se cacher les choses, hein. Au-delà de la crise sanitaire, on va être confronté à un vrai problème économique derrière, quant à l'activité des entreprises, etc. Et c'est vrai que ça va pas nous faciliter la tâche. Mais je pense que sur le principe, même budgétairement, il est quand même très compliqué pour le maire actuel d'aller prendre des engagements. Je pense pas honnêtement qu'il aille s'aventurer là-dessus, quoi. Oui, il y a une sonnerie, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que non, c'est pas. On me dit que ça serait les messages qui sonnent. C'est tous les messages qui sonnent, mais je vois pas ce qu'on peut faire pour arrêter ça. On peut peut-être continuer à remonter les questions. Oui, ferez-vous régulièrement, alors c'est Madame Bourris, Annick Bourris qui me pose la question, ferez-vous régulièrement un Facebook Live? Écoutez, si vous trouvez que l'opération est intéressante et positive, au contraire, hein, moi je cherche à tout prix, si vous voulez, à être en contact avec les habitants, avec mes concitoyens, pour répondre aux questions, essayer d'éclairer un petit peu sur ce qu'on fait. Et évidemment, je pense que si l'expérience est considérée comme intéressante, il faut qu'on la renouvelle absolument. Il n'y a pas de problème, au contraire, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, oui. Michael me dit concernant les prises de décision, il ne peut que gérer les affaires courantes, c'est ce que j'ai dit, mais je vois pas en quoi il pourrait s'aventurer sur des grandes décisions qui engageraient l'équipe, enfin notre équipe. Puis de toute manière, si s'osait à le faire, on n'hésiterait pas à remettre en cause derrière, évidemment, sauf si c'était des bonnes initiatives, mais de toute manière, bon, je pense que c'est pas d'actualité, quoi. D'autres questions, peut-être? On est en train de dérouler là le... Allez-y, n'hésitez pas. Oui, alors c'est vrai que est évoquée la question des mesures dans la situation actuelle, des mesures exceptionnelles à prendre. Moi, j'avais beaucoup insisté, si vous voulez, dès le départ, pour que la police municipale soit très mobilisée pour, je dirais, avoir une action sociale, si vous voulez, importante, et en tournant, si vous voulez, en circulant dans les quartiers, et y compris en n'hésitant pas à prendre appui sur le plan canicule qui existe, hein, dans toutes les mairies, donc à Blainville également, et dans lequel, si vous voulez, sont référencées les personnes les plus fragiles, hein, et en particulier les plus âgées, de manière à s'intéresser de ce qu'est leur situation, donc voir un peu quels étaient les manques, qu'est-ce qu'il faut aller faire les courses, comment on peut les aider, dans quel domaine, etc. Et Daniel Françoise m'avait finalement refusé au départ cet investissement. Il avait même renvoyé la police municipale chez eux. J'ai trouvé ça complètement scandaleux, moi, que dans cette période-là, les policiers municipaux soient chez eux à attendre je ne sais quoi. Donc, si vous voulez, bon, maintenant ils sont réellement en activité, d'autant plus que la préfecture avait pris contact pour demander à ce qu'ils puissent aider la gendarmerie nationale et puis la police nationale. Bon, ceci étant dit, il reste effectivement beaucoup de choses à faire. Par exemple, vous savez qu'actuellement, dans nos écoles, sont tenues des permanences
par des enseignants pour accompagner les enfants des soignants, notamment hein, des personnels soignants, mais pas que. Et c'est vrai que pendant ces permanences, les instituteurs ou professeurs des écoles font un travail en direction aussi de leurs élèves qui sont restés chez eux, et ils constituent des pochettes qui permettent, si vous voulez, de les faire travailler pendant toute la semaine, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'élèves n'ont pas Internet ou n'ont pas forcément d'imprimante, etc. chez eux, et donc c'est bien que les professeurs des écoles aient pensé, si vous voulez, à constituer des pochettes pour le travail de la semaine. Le problème, c'est que pour les parents, c'est compliqué de venir chercher ces pochettes, et donc ce serait bien que la police municipale, si vous voulez, puisse passer dans les écoles, récupérer ces pochettes et aller les porter chez les gens, si vous voulez. Bon, je sais qu'il y a des demandes qui sont faites dans ce sens-là. Au moment où je vous parle, je n'ai pas compris que Daniel Françoise avait donné son accord pour que ça se fasse. Mais moi, si j'avais été aux affaires, je peux vous dire que j'aurais pas hésité à mobiliser la police municipale pour faire ce genre de choses. C'est vraiment très important. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de demandes importantes dans ce sens-là, et il faut y répondre. Il faut y répondre absolument. Puisque je parle de la police nationale, je voudrais dire qu'il y a aussi quelque chose qui m'a bien énervé. C'est que j'ai appris que la police était installée régulièrement au rond-point de chez Leclerc, et que quand les gens de Blainville, du parc de Blainville-Bénouville, viennent à Blainville pour aller chercher le pain, en particulier au plus près là chez monsieur et madame Mariette, et ben la police leur interdit d'aller chez monsieur et madame Mariette et leur impose d'aller chez Leclerc. Je trouve ça quand même assez scandaleux, très franchement, parce que quand on regarde du rond-point, il y a à peine 100 mètres de plus pour aller chez notre boulanger du village. Et bon, si on veut les faire fermer, il n'y a qu'à faire comme ça, quoi. Hein. Je veux dire, bon, si je suis à la cellule de crise jeudi, je peux vous dire que j'hésiterai pas à en reparler parce que ça m'énerve, quoi. Voilà. Madame Bourris pose la question: pensez-vous que les mesures de confinement soient bien respectées à Blainville? Sinon, ne sortez pas. Oui, ben effectivement, je pense quand même. Bon, moi, je suis pas beaucoup sorti, hein, très honnêtement. J'essaye de respecter assez scrupuleusement les consignes. Bon, j'ai ma maman qui est dans le bourg, qui est seule, donc je vais quand même prendre de ses nouvelles de temps en temps, puis apporter un bout de pain, enfin, etc., quoi, hein, comme tout le monde veut. Voilà. Mais je pense d'une manière générale, oui, que les mesures sont assez bien respectées. Les Blainvillais font preuve de civisme, ils respectent les consignes qui leur sont données. Bon, il y a toujours ici ou là des gens qui prennent un peu plus de largesse, mais d'une manière générale, oui, et j'insiste vraiment pour dire, on est vraiment confronté à une crise sanitaire grave. Hein, je veux pas faire peur, mais enfin, il suffit de regarder un peu de temps en temps ce qui se dit à la télévision et comment les chiffres, malheureusement, de décès s'accumulent, quoi. Donc, non, faut être très très sérieux, faut rester chez vous et vraiment penser à vous, mais penser aussi, encore une fois, au personnel soignant et à tous ceux, y compris parmi les employés municipaux, hein, qui vont au travail parce que c'est absolument nécessaire. Et je pense que il faut par le respect de ces consignes faire en sorte que ce virus finalement soit confiné au lieu que ça soit nous, quoi. Voilà. J'ai une question, donc c'est: mis à part Monsieur Françoise et sa garde rapprochée qui contestent le résultat des élections, avez-vous eu des échanges avec d'autres conseillers municipaux? Si oui, qu'en pense-t-il? Non, je dois reconnaître que concernant le groupe des 7 élus de l'autre liste, je n'ai pas eu de contact. Personne n'a cherché à me joindre dans ce domaine-là. Moi, difficile de dire, hein, qui est à la manœuvre en la matière, si vous voulez.
Bon, après tout, c'est à eux d'assumer. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une procédure, et puis que, encore une fois, c'est une procédure de mauvais joueurs, de mauvais perdants, qui n'a pas de sens et qui fera un flop devant le tribunal administratif, j'en ai aucun doute. Oui, on me pose la question comment vont les personnes à la maison de retraite ainsi que le personnel. Je sais qu'il y a un cas de coronavirus qui a été reconnu à la Roseraie. J'ai peu de nouvelles. Alors vous savez qu'évidemment tout est fermé. D'ailleurs, entre parenthèses, j'avais essayé d'y passer la veille des élections pour rediscuter avec Madame Barbosa, la directrice, de comment on aidait les gens en question à formuler leur demande de procuration. Hein. Bon, Madame Barbosa m'a assuré que tout était fait pour que les personnes puissent voter sans problème. Bon, pour ceux qui disent que les personnes retraitées n'ont pas pu voter, je les renvoie en tout cas à vérifier cette information auprès de Madame Barbosa. Moi, je suis intervenu pour faire ce qu'il fallait dans ce domaine-là. Maintenant, vous savez, j'ai vu que le gouvernement commence à prendre aussi des mesures et donne des consignes pour que les personnels, y compris, ne sortent plus des maisons de retraite et des EHPAD. C'est lourd, hein, mais bon, pour ce qui concerne la Roseraie, aujourd'hui, très objectivement, j'ai pas d'informations précises. Je pense que dans le cadre de la cellule de crise, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on évoque. Marco Ario pose la question si tu as des suggestions en termes d'expression artistique sur la commune. N'hésite pas. Oui, bah écoutez, j'ai vu d'ailleurs qu'il y a pas mal de choses hein, sur Facebook, sur Internet. Il y a plein de choses qui circulent. Il y a même des groupes qui se constituent. J'ai vu hein, autour de Je suis de Blainville, par exemple, il y a eu des choses qui sont faites. Choses très très intéressantes, donc il faut pas hésiter à y aller. Après, dans le domaine artistique, plus largement dans le domaine de la culture, bah, je crois qu'il faut effectivement profiter de cette situation, effectivement pour peut-être ouvrir des bouquins, prendre le temps effectivement de lire, de s'intéresser à ce qui se fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les artistes, enfin, le monde en tout cas de la culture est aussi en grande difficulté. Bon, mais manque pas d'imagination. Où en est le budget qui a été voté par l'équipe municipale? Oui, c'est vrai que le budget 2020 a été voté avant l'élection. Bon, de toute manière, là, au stade actuel, normalement, le budget, si vous voulez, un conseil municipal, il a, du point de vue de la loi, jusqu'au 30 avril pour le voter. J'ai vu que ces délais seraient sans doute prolongés. Ceci étant dit, le budget tel qu'il a été voté là, en l'occurrence, il est bien difficile d'aller penser le remettre en cause compte tenu de la situation actuelle. Je pense que, y compris les impacts de cette crise sanitaire sur la vie du pays, mais aussi de la commune, sont tellement lourds que sur l'année 2020, je pense qu'on aura autre chose à faire que d'aller s'amuser à modifier le budget qui a été voté. D'autant plus, vous savez que le vote d'un budget dans ces grandes lignes n'empêche pas, si vous voulez, de prendre des mesures à titre y compris de provision pour engager des actions supplémentaires. Hein. Donc le budget tel qu'il a été voté ne nous empêche pas de lancer, si on l'estime nécessaire, de nouvelles actions en décidant des provisions budgétaires qu'il faudrait décider. Hein, voilà. José Deveau, bonjour José. Pour l'instant, ma mère qui a 84 ans n'a jamais eu d'appel de la mairie pour savoir si elle a des besoins.
Je pense que c'est une priorité actuellement. Oui, ça rejoint tout à fait. Alors peut-être que tu n'étais pas là au début de cet échange, mais moi j'ai effectivement demandé à ce qu'on ait un regard particulier et qu'on prenne des mesures particulières. J'ai vu d'ailleurs que certaines mairies prenaient, notamment au niveau du CCAS, prenaient leur téléphone pour appeler les personnes les plus âgées, donc pour leur demander si ça allait simplement et s'ils avaient des besoins. Moi j'ai demandé à ce qu'au CCAS on se contente pas de mettre en place une ligne téléphonique au bout de laquelle on a un répondeur, hein. Moi je pense que là on est dans la dimension humaine des choses et que donc derrière ce téléphone, au bout du téléphone, il doit y avoir un agent, il doit y avoir une personne. Et donc pour l'instant je pense que le maire n'a toujours pas accepté de mettre en place cette disposition. Moi je pense oui que ça fait partie des choses qu'il faut faire. Après j'ai envie aussi d'ajouter un autre message par rapport à ça. C'est ne pas hésiter, enfin moi je le fais avec ma mère, hein, même si j'y vais pas tous les jours, mais voilà, le voisinage c'est la solidarité qui doit s'affirmer auprès des anciens qui habitent à côté de chez nous, et donc on doit pas hésiter à s'intéresser et à taper à la porte de la voisine qui a 84 ans pour lui demander si ça va, voire évidemment au plan familial, mais ça j'ai pas besoin de le dire, hein, d'y aller régulièrement. Mais je pense effectivement que la mairie a un vrai rôle à jouer, et entre autres d'appeler et de se déplacer via, pourquoi pas la police municipale, pour taper à la porte des gens, leur demander simplement si ça va. Autre question, Marco Ario. Bonjour monsieur le maire, et tout d'abord félicitations à vous et à votre équipe. Pensez-vous que quelque chose serait possible au niveau du château du Parc Fleuri, près de la place de l'église? Une éventuelle rénovation pour en faire un lieu de rencontre sociale et culturelle pourrait-elle être envisageable dans les années à venir? Alors ça, vous savez que c'est un sujet qu'on a évoqué dans la campagne, hein, parce que nous, le château Belin, effectivement, ça nous fait mal de le voir rester en l'état. J'en ai d'ailleurs parlé avec Daniel Françoise la première semaine, puisqu'on a fait un tour des dossiers. Ce que nous dit Daniel Françoise, et c'est quand même intéressant, c'est que la structure du château est complètement saine. Et que donc, sur le fait de pouvoir y installer quelque chose, il n'y a pas de souci, hein. Donc ça, bon, bien sûr, les planchers, tout est à foutre par terre, mais si vous voulez, la structure du bâtiment, elle est saine, et il est possible d'imaginer quelque chose. Après, l'enveloppe, c'est quand même quelque chose comme pas loin d'1 million d'euros, hein. Je le dis comme ça, voilà. En tout cas, c'est le chiffre que nous donne Daniel Françoise sur les études qu'il a fait faire, et il nous dit d'ailleurs qu'il a laissé tomber parce qu'il n'y avait pas l'argent. Voilà. Et je parle sous le contrôle de ceux qui étaient avec moi, Philippe Brode et puis Marie Réfuveil, pour dire ça, parce que c'est ce qu'il nous a dit. Bon. Donc il y a un vrai projet. Vous savez, moi le château Belin, j'y suis particulièrement attaché pour une autre raison, parce que moi vous savez que je suis né à Blainville, et en fait, pour tout vous dire, quand je parle du château Belin, moi je vois le docteur Belin, son visage, et pour votre information, le docteur Belin, c'est lui qui m'a fait naître. C'est lui qui a accouché ma mère à Blainville, puisque je suis né à Blainville. Et donc quand je parle du château Belin, ça me fait vibrer ces affaires-là, si vous voulez, au-delà du château en lui-même. Donc si vous voulez, oui, bien sûr que moi je suis très sensible à cette idée. Il y a plein de choses imaginables. Alors au départ, il y a la question, pourquoi pas, de l'installation de la mairie dans cet endroit. Et il y a aussi la possibilité d'y organiser un lieu de rencontre, effectivement, social, culturel. Oui, ça c'est des choses qu'il faudra qu'on décide ensemble, si vous voulez, le moment venu, puisqu'encore une fois, moi je rappelle que j'ai pas l'intention de prendre les décisions dans mon coin, c'est avec vous, et donc on aura des choix à faire ensemble, on prendra le temps de les faire, sans doute il y aura des priorités, et peut-être malheureusement que le château Belin, ça sera pas dans la priorité, j'en sais rien, c'est vous qui le déciderez, mais je peux vous dire une chose, c'est que
le château Belin, il est complètement dans un coin de ma tête et que j'ai pas l'intention de le laisser en l'état très longtemps. Laurent Sauger, pour info, je suis une ancienne maire adjointe d'une autre commune. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas. Oh bah là, vous me tendez la perche, mais j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin de votre coup de main, mais j'ai besoin du coup de main de tout le monde. Moi, encore une fois, l'avenir de Blainville, c'est pas Lionel Marie. Hein. Alors là, si franchement, il y en a qu'on ça dans la tête, il faut qu'ils s'enlèvent ça. L'avenir de Blainville, c'est aux Blainvillais et aux Blainvillaises qu'elle appartient. Et si me suis autant engagé autour de l'idée de mettre en place des conseils de quartier, de mettre en place la participation des citoyens aux commissions municipales, de mettre en place un conseil municipal de jeunes, pourquoi pas un conseil municipal de seniors, enfin, de mettre en place tout un tas d'initiatives qui permettent aux gens d'être vraiment acteurs, mais pas au bout du bout, hein, pour dire vous êtes d'accord ou pas d'accord, acteurs dès le départ, dès le début de la chaîne, dans la définition des orientations à prendre, des projets à monter, etc. Bon, bah voilà, moi c'est ça ma démarche. Hein. Donc oui, bienvenue. Et encore une fois, bienvenue, quel que soit votre point de vue sur la situation politique, sur la situation sociale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rassembler les Blainvillais autour des projets. D'accord ? Et je suis quelqu'un qui, contrairement à ce qui a été dit dans la campagne par certains, qui suis complètement ouvert, rassembleur. Moi, j'ai envie de rassembler tout le monde, ceux qui ont voté pour moi, mais aussi ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce que c'est leur droit absolu, et je les respecte, et je pense qu'ils auront leur place. En tout cas, je leur donnerai leur place, à eux de la prendre. Comme d'ailleurs, je le rappelle, j'ai bien l'intention de donner toute leur place aux 7 élus, disons, du groupe minoritaire, pour qu'ils s'investissent avec nous dans les dossiers. Je rappelle que on leur propose, je l'ai dit à Daniel Françoise à nouveau, au lendemain de l'élection, on leur propose de prendre la vice-présidence de la section de la commission des finances, quand même très important. On leur propose d'être présents au moins au niveau de la vice-présidence sur les commissions d'appel d'offres. Je sais qu'il y a un comité de pilotage sur Terre d'Avenir qui est en place. Et bien évidemment, ils auront toute leur place dans cette construction. Partout où ils sont prêts à s'investir, ils seront les bienvenus. Je le redis, j'ai pas eu l'occasion malheureusement de les revoir récemment. Bon, bien sûr, la procédure qu'ils ont fait, qu'ils ont engagée, elle complique un peu je dirais l'ambiance, hein, parce que bon, ça fait mal quoi de se voir remis en cause alors qu'on est élu de manière très propre, sans aucune anomalie dans le vote. Ils avaient toutes les présidences de bureau de vote, ils ont signé les PV sans aucun problème. Donc se voir remis en cause, ça fait mal, ça complique les rapports évidemment. Mais je passerai quand même au-dessus de ça, et je demande à mes colistiers, tous ceux qui sont élus, de dépasser ce contexte, parce qu'avec le temps, on passera à autre chose. Et j'espère qu'ils s'investiront avec nous. En tout cas, je ferai tout mon possible pour que ça soit le cas. Léo Gourrier me demande, j'ai lu que vous souhaitiez intégrer à des postes de responsabilité les élus de l'opposition au vu du recours. Bon voilà, je crois que je viens d'y répondre. Mais croyez-moi, c'est pas des mots hein, ce que je fais. Je ferai les propositions concrètement. Et j'espère qu'ils s'investiront parce que c'est l'intérêt général après qui doit primer. Hein. C'est l'élection, il y a un temps, il y a une campagne, il y a le vote des habitants, il faut le respecter. Et puis après, il y a le boulot. Et au boulot, il faut s'y mettre tous. Parce que le rôle d'un conseil municipal, c'est de s'occuper des habitants de Blainville et c'est de faire prévaloir l'intérêt général. Thomas Mauduit me demande, bonjour, sujet sport. La municipalité reprendra-t-elle la main sur les infrastructures sportives? Demande de créneaux pour gymnase, utilisation de matériel. Pour reprendre votre expression, alors là, mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi je reprendrai la main sur rien. Hein. Ça, soyons clairs, hein, moi j'ai pas du tout l'intention, en tant que maire ou avec mon conseil municipal, d'aller faire à la place des gens. Je sais un peu les difficultés
auxquelles est confronté l'USMB. Hein, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer son président. Je sais que Marie est en train actuellement de prendre contact avec les sections, hein, parce que je sais qu'il y a des problèmes à l'USMB. Je sais qu'il y a des problèmes de créneaux de gymnase, etc. Mais c'est pas Lionel Marie ni le conseil municipal de Blainville qui va élire le président de l'USMB. Hein. Et j'irai pas me mêler de ça. Ça, c'est l'affaire des adhérents de l'USMB dans le cadre du fonctionnement normal des associations. Comme les présidents de sections sportives de l'USMB, c'est la responsabilité des adhérents. Donc moi, je peux faciliter, et je serai facilitant, y compris financièrement, dans la mesure où on peut donner les moyens, on donnera les moyens. S'il faut des installations nouvelles, et on sait qu'il y a des problèmes, tennis, occupation du gymnase, bon, déjà si j'arrive à faire en sorte que les associations se réunissent ailleurs que dans le gymnase, ou que le loto humanitaire qui a lieu tous les ans, il ait lieu dans une grande salle des fêtes dans le cadre du complexe qu'on veut construire, eh ben ça donnera du créneau supplémentaire pour les sportifs. Donc ça, tout ça, c'est des réponses. Mais encore une fois, j'ai pas l'intention de reprendre la main sur l'USMB. Je serai facilitant, j'essaierai d'aider, mais je laisserai, comme pour les autres associations, les adhérents de l'association prendre leurs responsabilités. Comment financer la salle des fêtes avec une telle dette? Oui, bah ça on y a un peu répondu déjà dans la campagne. En fait, on a plusieurs leviers. Le levier qu'on met en avant actuellement, si vous voulez, qui nous semble le plus intéressant, c'est la mobilisation des bailleurs sociaux. Pourquoi? Parce que si vous voulez, les bailleurs sociaux, bon, bah, bien sûr, leur rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait du logement dans la commune, et ils sont là pour investir et répondre à ce besoin de logement, en lien avec la municipalité, évidemment. Hein. Mais ils peuvent pas se limiter, si vous voulez, à faire du logement. Ils doivent s'intéresser au fait que quand vous installez quelqu'un dans un logement, bah, il y a de la vie sociale qui va se créer. Et donc, il y a des besoins autour du logement. Entre autres, il y a des besoins de salles de réunion. Il y a des besoins d'installation pour que la vie sociale ait lieu. Or, on sait, pour avoir travaillé le dossier, que les bailleurs sociaux peuvent investir dans le cadre d'équipements de ce type, et y compris en faisant appel aux fonds européens. Parce que les fonds européens, il faut aussi les mobiliser. Moi, vous savez, j'ai été responsable à un moment donné au conseil régional, au conseil économique régional, et j'ai vu chaque fin d'année les chefs de service à la région de Basse-Normandie de l'époque s'activer pour dire aux différents responsables, bah, dépêchez-vous de faire des dossiers parce que on n'utilise pas tout l'argent qu'on pourrait avoir de l'Europe, puis finalement on va être obligé d'en renvoyer à l'Europe. Chaque année ça s'est passé ça. C'est assez quand même étonnant, mais c'est comme ça. Oui, il y a des fonds européens qu'on peut mobiliser, et nous on pense que via la création d'un groupement, si vous voulez, d'intérêt public avec les bailleurs sociaux, on peut mobiliser des fonds européens pour créer un ensemble, si vous voulez, un espace dans lequel on aurait des salles de réunion et une grande salle des fêtes. Est-ce que l'OMAC pourra continuer à programmer des spectacles? C'est Daniel Venandi qui pose la question. Est-ce que l'OMAC pourra continuer à programmer des spectacles ou deviendra comme une MJC? Bon, l'OMAC, vous savez, et ça, je dois reconnaître, là aussi, sous le contrôle de Philippe Braud et de Marie-Ray Fuveil, on a parlé de l'OMAC avec Daniel Françoise. D'ailleurs, il nous a dit, moi je reconnais sa franchise là-dessus, et je pense qu'il me démentira pas, il nous a dit que là-dessus, il considérait qu'il était en échec sur l'OMAC. C'est vrai que l'OMAC aujourd'hui, on le sait, hein, quand on dit d'abord l'Assemblée Générale, elle n'a pas eu lieu, mais on sait qu'il y a deux problèmes aujourd'hui. Il y a un problème financier important,
Et puis, il y a également un problème, je dirais, de dynamisme des activités, qui fait d'ailleurs que, y compris ceux qui sont au cœur de l'OMAC sont pas forcément très satisfaits de la situation, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne donnerai pas de nom parce que j'ai eu quand même pas mal de discussions avec les gens sur le sujet. Donc l'OMAC, si vous voulez, il faut voir aussi que à côté de l'OMAC, vous avez un service culturel à Blainville qui a été créé. Bon, et on s'aperçoit que le service culturel et l'OMAC se marchent un peu sur les pieds. Quand je dis un peu, je devrais même pas le dire. Et donc il y a des vrais sujets sur plus largement comment à Blainville on fait en sorte de donner un nouveau dynamisme à la culture pour faire en sorte qu'effectivement la culture dans tous les sens, hein, pas seulement les spectacles, mais faire en sorte qu'on recrée une vraie dynamique autour du développement de la culture à Blainville. Il y a plein de choses à faire. Moi, je pense que, si vous voulez, là encore, il faut peut-être que la mairie, à un moment donné, lâche la bride, j'ai envie de dire, et prenne ses responsabilités pour accompagner, évidemment, mais fasse confiance aussi, j'allais presque dire lâche les chevaux, pour que les associations, notamment, oui, j'aime bien le terme de MJC, j'aime bien, ça, je sais ce que ça veut dire historiquement, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que on ait vraiment tout un potentiel sur la base associative qui permettent vraiment de prendre en main le développement de la culture à Blainville. Donc là aussi, il y aura beaucoup de choses. Mais là encore, avec vous, hein, avec les gens qui sont acteurs aujourd'hui, et plus largement, avec l'ensemble du monde associatif. Avez-vous des pistes pour aider la commune à sortir de son endettement? Alors, dans la campagne, on a clairement mis en avant les pistes et les leviers essentiels qu'on avait à notre disposition pour agir sur le sujet. Bon, très honnêtement, je dois pas vous cacher que ce qui est en train de se passer là avec la crise sanitaire, ça va pas nous faciliter la tâche pour mettre en avant, pour activer les leviers qu'on avait mis en avant. Bon, moi, le projet qu'on avait, c'était à peine élu, c'était d'une part de faire un audit par la perception de Ouistreham, et ça, ce projet n'est pas du tout remis en cause parce que c'est quelque chose qu'on fera dès qu'on sera installé. Et c'est quelque chose qui nous coûtera rien puisque c'est prévu par la loi. L'audit, il est gratuit et il doit être réalisé à partir du moment où on en fait la demande. Donc, on va faire un audit. Ça, là-dessus, il n'y a rien de changé. L'autre aspect, c'était que sur la base de cet audit, nous avions prévu d'aller rencontrer le directeur de la Banque de France à Caen, ainsi que le préfet, pour discuter de la situation de Blainville à la lumière de l'audit et voir avec eux comment on pouvait obtenir de nouvelles interventions financières pour nous aider dans ce domaine-là. Bon. Alors c'est vrai que là, très honnêtement, ce qui me fait un peu peur, si vous voulez, dans la situation, c'est que c'est de me faire entendre quand je vais aller voir le préfet et puis la Banque de France. Monsieur Marie, vous êtes bien gentil, mais vu la situation de crise sanitaire et avec les conséquences économiques que ça a, vous repasserez plus tard, quoi. Hein. Je risque d'avoir cette réponse. Je ferai la démarche de toute manière parce que, si vous voulez, moi, l'avantage que j'ai par rapport à Daniel Françoise, c'est que moi, si vous voulez, c'est pas moi qui ai négocié avec Dexia la reprise du prêt pourri là qu'il a fait, et c'est pas moi qui ai accepté les 10 millions d'enveloppes de remboursement par anticipation. Hein. C'est Daniel Françoise d'ailleurs tout seul, je le rappelle, hein, parce que le conseil municipal, il n'y a pas de délibération du conseil municipal là-dessus. Hein. C'est Daniel Françoise tout seul qui l'a fait ça. Hein. Donc lui, il a accepté ça, cette situation-là. Je dirais qu'il faut qu'il en assume les conséquences. Mais moi, pour ce qui me concerne, moi, j'ai pas trempé là-dedans. Hein. Donc moi, j'ai bien l'intention de dire au préfet, parce que l'État est responsable de la gestion des communes quand même, hein, comme le percepteur.
et donc ils ont quand même une part de responsabilité dans cette affaire. Donc moi, je peux me permettre de leur dire, je vois la situation à Blainville telle qu'elle est, je n'ai aucune responsabilité là-dessus. Vous, par contre, vous n'êtes pas complètement clair. Moi, j'attends de vous, vous fassiez un effort supplémentaire pour que la commune se sorte de cette situation parce qu'elle n'a pas à payer ce tribut aussi lourd qui a été accepté par le maire de l'époque. Voilà. Mais donc, oui, oui. Et puis après moi, au-delà de ça, encore une fois, on peut mobiliser des énergies et des fonds quand la mer peut nous aider sur tout un tas de sujets qui sont d'ailleurs directement de ses compétences. Les fonds européens peuvent être mobilisés sur tout un tas de domaines. Donc si vous voulez, moi je peux travailler les dossiers pour mobiliser, si vous voulez, des partenaires de manière à ce que finalement les financements essentiels ne sortent pas du budget de Blainville. Voilà, grossièrement répondu, parce que vous doutez bien qu'on y passerait la soirée. Mais je désespère pas de cette situation. Je sais qu'elle est compliquée. Hein. De toute manière, on n'a pas raconté d'histoire pendant la campagne. Vous savez, les 17 millions de dettes qu'on avait sorties, c'était les chiffres officiels du ministère des Finances. Hein. Nous, on les a pas inventés. Le taux, la taxe, le taux du foncier bâti le plus important de toute la Normandie, et parmi les 10 plus importants de toute la France, c'est pas nous qui le disons, c'est le ministère des Finances. Donc si vous voulez, on n'a rien inventé, et c'est vrai que la situation financière est compliquée. Et donc on agira, on travaillera là-dessus. Bon, il nous reste quand même une capacité d'autofinancement de 700 à 800 000 euros par an. Ben ça permet quand même de faire un certain nombre de choses, si vous voulez. Mais ceci étant dit, ça limite les possibilités d'intervention. Possibilités d'intervention qu'on aurait, si vous voulez, si on n'avait pas à rembourser 1 500 000 euros chaque année du fait de cette dette. Ah, alors, Jeanne Goron, le RIC communal existe, on pourrait le mettre en place. Les gilets jaunes, les GJ, c'est les gilets jaunes, d'accord, le demande, ouais. Bon, de toute manière, moi je suis sur le RIC communal, on n'a pas vraiment de problème par rapport à ça, puisque d'abord je rappelle que le principe de la consultation des citoyens, il existe déjà, il y a des possibilités. Bon, il est pas forcément facile à mettre en œuvre, c'est vrai. Bon, mais si vous voulez, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'esprit. C'est pas forcément le RIC en soi, ou c'est pas tant la forme qui m'intéresse, c'est l'esprit. Moi, ma démarche à moi, c'est de faire en sorte, par tous les moyens, que les habitants puissent donner leur avis dans la phase, si vous voulez, dans la chaîne de construction des projets, et dès le départ. Donc, si vous voulez, le RIC, oui, mais en soi, quand je dis mettons en place des conseils de quartier, faisons en sorte que les gens soient acteurs des décisions, y compris en participant aux commissions municipales. Est-ce que j'invente pas un RIC permanent à Blainville? C'est ça qui m'intéresse. Donc, moi, sur le principe, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire. C'est mon ADN, ça, la démocratie, vous savez. Moi, depuis que je suis en activité, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc j'ai pas de problème. On est à 58 minutes, on se donne encore 5-10 minutes. Donc si vous avez d'autres questions, on va en prendre 2-3 encore, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. L'endettement, on en a parlé. Le docteur Belin, alors ça c'est José Deveau, bah oui, ça m'étonne pas que ça soit lui qui pose cette question-là, parce que voilà, on est des gamins de Blainville tous les deux. Hein. Le docteur Belin a fait naître beaucoup d'anciens pour nous, le château c'est notre passé, et également l'avenir dans nos cœurs, les souvenirs sportifs avec la JSB. Bon, bah oui, bon, bien sûr, mais on a déjà parlé tous les deux de ça, José. Hein.
Oui, mais vous savez, en même temps, je vais vous dire quelque chose. Moi, Blainville, c'est mon histoire, j'y suis né, voilà, et puis j'y finirai, comme dirait l'autre. Hein. Mais en même temps, si vous voulez, il faut trouver. Et donc, je suis très attaché à l'histoire de Blainville. Mais en même temps, il faut pas non plus rester trop, si vous voulez, ancré sur cette histoire. Il faut aussi avancer. Il faut évoluer. Les temps changent. Les aspirations des gens évoluent aussi, hein, on voit bien. Du temps du docteur Belin, quand les gens ils allaient voter, et voilà, ils confiaient à un maire le pouvoir, voilà, de gérer la commune, et puis on revenait tous les 6 ans ou tous les 7 ans à l'époque, et puis voilà, et puis entre deux, voilà, bon, maintenant les gens ils veulent vraiment être associés complètement. Ils posent plein de questions et ils ont raison. Ils veulent pas s'en remettre à l'homme providentiel, si vous voulez. D'autant que, bon, on a payé pour voir que l'homme providentiel, hein, au niveau des présidentielles, justement, ça donne pas forcément de bons résultats, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, donc si vous voulez, oui, le patrimoine, c'est important, mais évoluer, faire que Blainville soit une commune agréable à vivre dans son temps, avec ce qu'attendent les gens, c'est important. Blainville aujourd'hui, c'est pas une commune affreuse, hein, faut pas non plus se raconter d'histoire. Moi, j'ai jamais dit que Daniel Françoise avait fait que des bêtises à Blainville. Il en a fait, ça c'est sûr, mais il n'a pas fait que des bêtises. Blainville a évolué et chaque équipe municipale qui est passée a sa place à apporter des choses à Blainville. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles il faut agir aujourd'hui, hein, l'urbanisation, etc., la circulation des bagnoles et des camions, on voit bien, il y a plein de choses sur lesquelles il faut agir. Mais ceci étant dit, faire évoluer la commune, c'est effectivement admettre que Blainville ne peut pas être aujourd'hui ce qu'il était hier, quoi. Hein, faut bouger avec son temps. D'autant que les jeunes, ils voient les choses aussi autrement aujourd'hui. Hein. Voilà. Mais je reste effectivement très attaché au patrimoine et j'irai voir où sont les 2 statuettes du Porsche de Colbert qui ont été enlevées parce que il faudra trouver le moyen de leur redonner vie, j'allais dire. Hein. Peut-être ça sera notre dernière question. Je ne sais pas. Serait-il possible de diffuser les sources concernant l'endettement de notre commune que vous citiez précédemment? Les chiffres, certes, mais surtout les sources. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous allez sur Internet, sur les chiffres du ministère des Finances, donc ce sont les sources officielles, hein, qui sont reprises d'ailleurs par la Cour des comptes, hein, lorsqu'elle a fait le bilan de la situation de Blainville. Donc les sources, c'est le ministère des Finances. Hein, et les chiffres, ils sont à disposition de tout le monde. Bon, j'ai plus le chemin sur Internet par cœur, mais si vous faites Blainville-sur-Orne, budget ou endettement de la commune, vous allez aboutir directement sur les chiffres du ministère des Finances. La dernière question, elle est la dernière des dernières, et puis on se revoit la semaine prochaine si vous voulez. Y aura-t-il une animation au 14 juillet? Alors on a demandé à Daniel Françoise donc de faire en sorte que, bon, vous savez que la déambulation qui a été prévue là, qui est un beau spectacle, hein, qui est quelque chose de tout à fait magnifique, hein, donc elle était prévue début avril. Elle a été reportée compte tenu de la situation de crise sanitaire. Quand j'ai rencontré Daniel François, je lui ai demandé il y avait déjà une décision de report qui allait être annoncée. Hein. C'était pour fait, mais il nous a dit oui, ça va être annoncé dans la semaine, le report. Bon, c'était la moindre des choses, de toute manière, on était déjà confinés. Mais ceci étant dit, je lui ai demandé qu'il donne aux intervenants une date précise d'intervention pour qu'on puisse, je dirais, la réserver dans le calendrier
Et évidemment, j'ai parlé du 14 juillet, ce qui n'a pas surpris Daniel Françoise, d'ailleurs, qui m'a dit « Ah bah oui, j'ai vu que vous vouliez faire quelque chose le 14 juillet. » Je dis « Oui, je m'excuse, mais c'est la fête nationale le 14 juillet, donc c'est peut-être bien faire quelque chose. » Et donc, en fait, les contacts ont été pris à notre demande, donc pour que ça soit réservé pour le 14 juillet, mais plus exactement, je suis réintervenu là-dessus auprès de Daniel Françoise pour que ça soit le 13 juillet au soir. Parce qu'en fait, d'abord le 14 juillet, ça sera un mardi, donc ça veut dire qu'on aura un lundi, pour beaucoup, qui sera un lundi de pont, probablement. Et puis c'est un spectacle qui est vraiment mis en valeur s'il a lieu le soir. Et donc évidemment, il faut que ça soit le 13 au soir. Donc on fera ça le 13 au soir, et puis le 14 au matin, tous ceux qui veulent, eh bien, ils viendront avec moi faire la course nature Blainville-Bénouville. Au départ, je crois que c'est 9h ou 9h30. Voilà. En tout cas, moi, j'y serai. Voilà. Écoutez, je me propose d'en rester là pour ce soir. J'espère que cette première expérience vous a bien plu. Et si vous en êtes d'accord, eh bien, on reconduira ce type d'échange la semaine prochaine, donc lundi, 18h, je pense que c'est une heure qui convient. Entre deux, vous pouvez me faire savoir éventuellement par mail si vous pensez que c'est une heure plus avancée, compte tenu du fait qu'on est confiné, pas 17h30 ou quelque chose comme ça. Si ça vous arrange mieux, on peut modifier l'horaire. Mais je pense que, voilà, en tout cas, moi j'ai vu qu'il y avait énormément de questions. Bon, on parle encore du lavoir qui fait partie du patrimoine. Mais oui, le lavoir. Je suis désolé de voir dans quel état il est aujourd'hui, quand on sait ce que ça a coûté en termes d'investissement, de voir qu'il est abandonné, parce que allez-y, hein, moi j'y suis allé il y a pas longtemps, c'est lamentable de voir dans quel état il est. Voilà. Donc je vous dis bonsoir à tous, merci de votre attention, j'espère que j'ai répondu autant que possible, aussi bien que possible à vos questions, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Super.